Je voulais dire aussi merci beaucoup à Sylvie d'avoir accepté de me permettre de venir vous présenter mon travail, effectivement, parce que oui, je suis venue il y a quelques temps, en octobre, au moment où l'ouvrage paraissait, et puis comme j'étais venue pas mal ici faire des recherches au moment où je l'écrivais, je m'étais dit que ce serait une forme de boucle bouclée, de pouvoir venir le présenter. Donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui et puis de vous voir nombreuses et nombreux pour venir parler, apprendre un petit peu sur les séries policières et puis ensuite discuter un petit peu, j'espère qu'il nous restera un petit peu de temps pour parler. Donc à l'occasion de la sortie de cet ouvrage qui s'intitule Passion criminelle, les séries policières anglophones. Alors anglophone parce que c'est ma spécialité, c'est le domaine dans lequel je travaille sur effectivement beaucoup les formes de genre populaire, les rapports entre ce qu'on appelle culture savante et culture populaire, et les séries sont un petit peu des objets comme ça qui se trouvent au croisement de ces deux grands univers culturels. Et donc un ouvrage qui cherche à couvrir un petit peu tout le panorama de ce genre extrêmement foisonnant, dans lequel j'ai essayé, donc, dans cet ouvrage, de mettre le plus de séries possible. Alors il en manque forcément quelques-unes, soit parce que c'est des séries avec lesquelles j'ai pas beaucoup d'affinité, donc là je me suis permise de dire que j'allais les mentionner, mais essentiellement en termes d'analyse les passer sous silence, soit aussi parce que tout bêtement il peut y avoir des séries que je ne connais pas, dans la mesure où même en se contraignant comme ça aux séries anglophones, donc qui signifient les séries américaines, canadiennes, britanniques, irlandaises, néo-zélandaises et australiennes. Donc même en se cantonnant comme ça à cet univers et en les travaillant depuis leurs origines, ça fait un monde extrêmement riche. Voilà. Alors pour commencer, je voudrais parler un petit peu de la raison qui m'a poussé à écrire ce livre, parce qu'on peut se dire, bon ben voilà, ce sont des séries un peu populaires, qui sont extrêmement présentes sur les chaînes en général, mais qui ne nécessitent pas forcément une attention universitaire. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que vous le voyez ici, il y a quand même un certain nombre de ces séries qui ont donné lieu à des ouvrages déjà. Les presses universitaires de France ont sorti un certain nombre de travaux sur des séries singulières. Donc vous voyez, j'avais mis la série sur Cold Case, qui est une série des années 2000-2010, la série sur The Wire, qui en français s'intitule Sur écoute, qui est une des séries phares du genre, et qui sort elle aussi dans les années 2000. Donc, et puis là j'ai vu un volume sur Law and Order, un volume sur 24, je vois un volume sur House of Cards, etc. Donc il y a comme ça un certain nombre de volumes singuliers. Et puis il y a quelques volumes qui essayent d'embrasser le genre, en particulier l'ouvrage de Dominique Sipierre, qui est sorti en 2018 et qui est un beau travail, qui s'intéresse à des séries spécifiques qui sont ce qu'il appelle les séries feel good. Donc des séries qui en général, et c'est ça que j'ai bien aimé dans son travail, n'attirent pas nécessairement l'attention critique, précisément parce qu'elles sont censées être des séries de plaisir. Hein. C'est pas des séries qui engagent nécessairement des questions d'ordre social, politique ou moral. Donc voilà, il y avait ce travail-là qui couvrait un champ assez large. Et puis sinon, vous avez des séries, des ouvrages universitaires très classiques. Là, c'est un acte de colloque, des actes de colloque sortis en 2004. Mais en fait, ce qui se passe avec ces séries, c'est qu'en général, soit donc elles ont comme ça un ciblage sur une série spécifique, soit elles embrassent une partie du genre. Des séries qui auront plus attiré l'attention universitaire par leur qualité, donc ça c'est les actes de colloque, ou des séries qui ont une qualité, un éclairage particulier. Donc chez Dominique Sipierre, par exemple, c'est séries feel good. Et moi, je voulais traiter véritablement l'intégralité du genre, c'est-à-dire aller au-delà de questions de qualité spécifique, des questions publiques visées. Donc je voulais un ouvrage où on puisse parler à la fois de Cold Case, The Wire, Law and Order qui en français est New York Police Judiciaire et New York Unité Spéciale. Vous avez tout un champ comme ça. Donc des séries très grand public, et puis des séries beaucoup plus de niche, hein, beaucoup plus resserrées, des séries qui passent en version française par exemple sur les chaînes
public, et puis des séries qui ont tendance plutôt à passer en version originale sur des chaînes du câble, par exemple, donc qui sont censées viser des publics différents. Et en fait, moi je voulais aller au-delà de ces questions de qualité esthétique des séries pour réfléchir sur le genre dans son ensemble. Et puis il y avait une autre chose sur lequel je voulais travailler, c'était sur un type de série policière très particulier. Enfin, c'est pas un type de série policière très particulier, c'est des séries qui s'intéressent à la question de l'institution policière. Et l'ouvrage de Dominique Sipierre là-dessus, qui s'appelle Les séries policières, son sous-titre c'est d'Hercule Poirot à The Mentalist, et pour moi, Hercule Poirot ne rentre pas dans le cadre de la série policière. Hercule Poirot, c'est de la série de détection, c'est de la série de détection dont le personnage principal est un détective, hein, Hercule Poirot, mais il n'appartient pas à une institution policière. Et donc, la question du rapport à l'ordre est moins centrale dans ces séries-là. Donc il y a tout un tas de séries comme ça, qui sont des séries de détection plus classiques, comme Sherlock, qui ne rentrent pas dans le cadre de mon travail, parce que, précisément, ce que je voulais faire, c'est interroger ce que ces séries, qui ont énormément d'influence, parce qu'elles sont énormément diffusées, et elles sont diffusées en permanence, comment est-ce qu'elles construisent notre rapport à l'ordre, notre rapport à l'institution policière, notre rapport à ces institutions qui sont dépositaires du maintien de l'ordre public. Voilà. Et puis je m'interrogeais aussi sur, si vous voulez, la longévité du succès de ces séries. C'est-à-dire que, comme je vous le dirai tout à l'heure, les séries policières font partie des premiers types de séries qui sont apparus sur les écrans avec l'émergence de la télévision. Et ce sont des séries dont le succès ne s'est jamais démenti. À telle enseigne que, pour certaines, et alors on parlait de New York, police judiciaire, New York unité spéciale, vous en avez qui ont plus de 20 ans, qui arrivent vers les 30 ans d'existence, dont le personnel s'est beaucoup renouvelé, mais qui continuent comme ça à avoir un public fidèle. Et puis, ce sont des séries qui non seulement ont un public fidèle dans leur pays d'origine, mais un public fidèle aussi en France, en Grande-Bretagne, jusqu'en Russie. Et ça, je vous le dis parce que ce sont des séries pour lesquelles il y a eu, en fait, ce qu'on appelle des spin-offs, donc des séries dérivées qui ont été tournées en Grande-Bretagne. Il y en a qui ont été tournées en Russie. Il y en a une qui a été tournée en France, qui n'a pas forcément eu un succès phénoménal. Mais ça dit quelque chose quand même de l'impact de ces séries. Et dans le cadre d'un projet, on avait travaillé un petit peu là-dessus, et on avait regardé, quand vous regardez des programmes télévisés lambda en France, toutes les semaines, vous avez une dizaine, une quinzaine de ces séries qui sont disponibles quelque part sur un écran. Donc, ça dit quelque chose quand même de leur impact, de leur longévité et de l'intérêt qu'on leur donne. Alors, pour travailler sur ce genre, la première question que je me suis posée, c'est ça vient d'où? Ça naît quand, la série policière? Ça a quelle origine? Alors, la série policière, c'est en fait un genre qui est très ancien, sous des formes qui sont des formes pré-télévisuelles. Et je suis remontée du coup à la question de quand est-ce qu'on a commencé à éprouver un intérêt pour les écrits qui mettent en scène des policiers. Et en fait, ça remonte assez loin parce qu'un des premiers grands textes qui va avoir un succès assez phénoménal à tel point que des spin-offs de l'époque, c'est-à-dire des versions anglaises, des versions américaines vont paraître, ce sont les mémoires de Vidocq. Mémoires de Vidocq, 1828. Vidocq qui est un des premiers personnages représentant l'institution policière qui va avoir une notoriété considérable quand il publie ses mémoires. Alors évidemment, c'est parce que c'est un personnage assez rocambolesque, ancien brigand qui devient chef de la police, mais il marque ce moment où en fait, en France, mais c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai aux États-Unis, la révolution industrielle conduit un mouvement d'urbanisation, les villes grossissent, et ce qui va se passer, c'est que des institutions policières vont être formalisées
en France, en Angleterre, aux États-Unis, et la figure du représentant de la loi devient une figure qui entre dans la conversation publique. Et à telle enseigne qu'effectivement, elle va franchir le pas de la fiction. Alors là, c'est pas vraiment de la fiction encore, on est dans les mémoires, hein, mais enfin, ce sont des mémoires très romancées, on va dire. En 1841, vous avez Edgar Allan Poe qui publie le récit qu'on assimile à l'acte de naissance de la série de détection. Elle n'est pas tout à fait policière, même s'il y a une figure de policier, c'est le double assassinat dans la rue Morgue, hein, qui se passe dans une ville, qui se passe à Paris, qui se passe dans cette ville qui représente vraiment le mouvement de l'urbanisation forcenée du 19e siècle. Et puis, vous allez avoir tout un tas de publications, alors en Angleterre par exemple, de publications qui s'intéressent à la chose criminelle, policière ou à la chose judiciaire. Alors, je vous ai mis un exemple ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des broadsheets, qui étaient des espèces, c'est l'ancêtre du journal, des publications comme ça, parce qu'avec l'urbanisation, la presse aussi va prendre un essor considérable. Et donc vous aviez ces publications qui sortaient, où vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est une scène de meurtre, hein, que vous voyez, un personnage qui brandit une hache et une victime qui ne va pas terminer le dessin, on le voit. Et donc le Newgate Calendar, Newgate c'était une prison à Londres. Et vous aviez comme ça des publications qui racontaient les histoires des criminels. Et qui passaient d'abord par des formes comme ça, espèces de journaux très illustrés, puis ensuite qui étaient compilés. C'était des ouvrages qui avaient énormément de succès en Grande-Bretagne. Et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, donc vous allez avoir petit à petit des types de récits comme ça qui se mettent en place, où on va s'intéresser à certaines affaires criminelles. Ces affaires criminelles donnent lieu au départ à des procès qui se passent en public, des exécutions qui se passent en public. Et en fait, un certain nombre de ces histoires comme ça vont capturer l'attention et vont faire la transition vers le théâtre d'abord, et les ballades, la poésie, les chansons. Donc il y a toute une culture qui se développe autour du fait criminel, autour donc, de l'affaire criminelle, de la recherche du coupable, de son procès et de son exécution ou de la sentence à laquelle il est soumis. Donc il y a comme ça une grande attention publique qui se focalise et qui donne lieu à des publications, à des œuvres, à telle enseigne qu'un certain nombre arrivent jusqu'à nous. C'est-à-dire un certain nombre de grandes histoires des débuts du cinéma. Je pense par exemple, évidemment le titre m'échappe, donc ça ne m'aide pas, si The Body Snatchers, les profanateurs de sépulture, qui est un film des années 40 avec Boris Karloff et Bela Lugosi, c'est en fait une version fictionnalisée d'une vieille histoire britannique autour de deux personnages effectivement qui, à l'époque où la médecine commençait à se développer autour en particulier de la dissection de cadavres, on fournit des cadavres à un médecin écossais, et puis au début c'était des cadavres qui étaient déterrés dans les cimetières, petit à petit ça a été du cadavre frais. Vous imaginez bien qu'il n'avait pas songé devenir cadavre, et donc ils ont été arrêtés, ils ont été jugés, ils ont été exécutés, une exécution extrêmement publique à laquelle ont assisté en particulier des gens comme Dickens, et donc des écrivains qui écrivaient, qui fictionnalisaient ces histoires-là, et ces histoires qui se sont retrouvées au théâtre et puis progressivement au cinéma, etc. Et évidemment, alors au début c'était des histoires criminelles. Aux États-Unis, ce qui va se développer, c'est toute une littérature comme ça très populaire autour de personnages qui vont devenir des policiers. Et c'est ce qu'on appelle des libraries à la fin du 19e, à New York en particulier. Il y a des libraries, dont une met en scène un personnage qui s'appelle Old King Brady, et qui est un ancien détective de la police. Donc la figure du policier, petit à petit, elle émerge comme une figure centrale dans ce travail de détection.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que ce travail se met en place. C'est-à-dire que c'est des histoires qui partent de faits divers. Pour alimenter l'intérêt pour ces histoires, il va y avoir des gens qui petit à petit vont se mettre à regarder les journaux pour chercher des faits divers. Donc on a des petites mains comme ça qui vont lire les journaux, qui vont signaler des histoires intéressantes, qui les envoient à des écrivains dont le nom ne va pas forcément apparaître dans ces publications, mais dont le travail va être de partir de ces faits divers pour en faire des histoires qu'on va relier à un personnage particulier et qui vont apparaître sous le titre de, par exemple, the New York Police Library, qui a pour personnage Old King Brady, prétend dans tout son appareil publicitaire que c'est ce personnage-là de Old King Brady, cet ancien détective, qui écrit lui-même ses histoires, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais si vous voulez, je vous dis ça parce que vous voyez un peu se dessiner ce qui va se passer plus tard dans les séries télévisées, de travail comme ça, de repérage d'histoires qui sont confiés à des scénaristes dont les noms ne sont pas forcément mis en avant, mais pour lesquels on va mettre en avant un personnage, Columbo, Dexter, etc. Et dont, en fait, voilà, dans une espèce d'industrialisation de la construction d'un récit à partir du fait divers. Et ça nourrit aussi, évidemment, toute une presse qui est une presse périodique, comme ça, avec des histoires à sensation. Alors là, je vous ai mis un exemple américain, le Black Mask, un célébrissime magazine qui publie des histoires d'aventures, de détectives, de westerns, et aussi des figures de détectives. Alors, dans le Black Mask, c'était rarement des policiers, c'était plutôt des détectives privés, qui étaient une figure un petit peu plus romantique que la figure du policier, qui est un petit peu plus liée à des questions rapportées. Donc voilà, c'est un genre qui se développe à l'écrit d'abord, et puis ensuite qui va passer à l'écran, d'abord par le biais du cinéma. Nick Carter, qui est un personnage qui naît dans la presse américaine et qui a un retentissement assez considérable, va faire l'objet, par exemple, d'un espèce de feuilleton, qui sont des courts récits cinématographiques qui durent 10-20 minutes et qui étaient extrêmement populaires dans les années, là on est en 1908, on n'est pas encore au moment où on est vraiment arrivé au film long, hein, donc on est sur des films de 10-20 minutes. Mais vous voyez, c'est pour vous donner une idée déjà des circulations qu'il y a déjà à l'époque entre les États-Unis, la France et les États-Unis et le reste du monde. Et vous retrouvez donc Nick Carter, personnage américain, qui fait l'objet d'une série cinématographique française. On parlait de films, c'était des chapitres en fait, les épisodes à l'époque. Et donc en 1908, vous avez une série comme ça de 6 épisodes au cinéma, des aventures de Nick Carter. Alors ensuite, c'est un mode de récit qui va accompagner les diverses technologies. D'abord le cinéma, au tournant du XXe siècle. Ensuite la radio. Vous avez dans les années 40 donc la radio qui prend une place conséquente dans les foyers, et cette formule du récit à épisode diffusée de façon régulière, eh bien on va la trouver à la radio, en particulier avec les aventures de Sam Spade et de l'Introuvable en français, de Thin Man. Donc des séries radiophoniques qui sont liées elles aussi au cinéma. Donc vous avez une espèce de sérialisation qui prend forme au cinéma et à la radio. Tout ça pour arriver, je fais un peu des bons, je suis désolé, mais, tout ça pour arriver à la naissance effective de ce qui va être la première série télévisée policière, qui est en 1951. Une série alors, qui n'est pas très connue en France, qui s'appelle, je crois, Badge 714 en France. Je ne suis même pas sûre, donc je vérifie. Badge 714. Je ne sais pas si j'ai mis d'ailleurs son nom en français, parce qu'elle est Dragnet. Non, j'ai pas mis son nom français, je crois. Je suis même pas sûr qu'elle ait été diffusée en France. Vous trouvez des épisodes
sur YouTube si vous cherchez. En général, par contre, ils ne sont pas doublés et ils ne sont pas sous-titrés, ce qui dit quelque chose de la notoriété de cette série en France, mais c'est une série qui est célébrissime aux États-Unis et qui a véritablement fondé le genre. À telle enseigne qu'il y avait eu un film grand écran dans les années 80 avec Dan Aykroyd dans le rôle de ce personnage que vous voyez ici, donc qui est joué par Jack Webb et dont le nom est Joe Friday, et qui est un nom qui est associé à l'image du policier aux États-Unis. Alors c'est une série qui est extrêmement importante, donc qui commence en 1951, on est au tout début de l'histoire de la télévision. En fait, vous allez avoir 3 genres de séries qui se développent au début de la télévision. Vous avez la sitcom, donc les séries comiques, on va dire, autour de qui se centrent sur le foyer. Vous avez le western, et puis vous avez la série policière avec Dragnet. Et Dragnet, vous voyez, elle a une belle longévité pour une série qui démarre dans les années 50, donc 51-59. Elle reprend ensuite dans les années 60. Et puis il y a eu au début des années 2000, il y a eu une tentative de la ranimer. Mais c'est une série qui est vraiment associée quand même à l'univers des années 50. Alors, une série qui est dirigée par Jack Webb. Alors Jack Webb, c'était un acteur qui avait joué dans un certain nombre de films noirs dans les années 40 et qui ensuite avait participé à une sérialisation d'un récit qui s'appelait déjà Dragnet, dans lequel, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est fictionnaliser des histoires des histoires racontées par des policiers. D'ailleurs, il est en lien avec un certain nombre de gens qui travaillent dans la police, et il se dit, il y a un beau répertoire d'histoires, donc il va fictionnaliser ces histoires, et il va en faire des récits à la radio, en se donnant le rôle de Joe Friday, qui est inspecteur dans un certain nombre de différents départements de la police de Los Angeles. Et c'est une série qui est très importante parce qu'elle va vraiment forger le genre. D'abord, elle va lui donner sa forme immuable presque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a. Vous avez le pré-récit, où on va vous donner connaissance de l'affaire dont on traite. Vous avez ensuite la mise en place de l'enquête. La mise en place de l'enquête, alors qui va s'appuyer beaucoup sur l'idée d'un réseau. Dragnet, c'est ça, c'est le réseau. Donc réseau d'informateurs, réseau de... le réseau, enfin, elle va nous familiariser avec ce truc-là où vous êtes dans la voiture et puis on vous donne des codes et comme ça vous entendez entre véhicules de police pour mener l'enquête. Et puis, donc vous avez l'enquête qui se passe beaucoup en voiture, on va beaucoup visiter la ville de Los Angeles dans cette série. Et puis ensuite, vous avez l'identification du coupable, la série s'arrête, il y a une espèce de couperet, et puis très dramatique, avec un petit jingle extrêmement dramatique, et à la fin, on va vous dire à quoi a été condamnée la personne qui a été interpellée. Alors, donc très formulaire, en 30 minutes, une affaire est résolue, c'est extrêmement efficace, on démontre l'efficacité de la police de Los Angeles. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui va mettre en scène un héros qui n'est pas très héroïque. C'est vraiment un fonctionnaire. Il est fonctionnaire de la police, et il vous le répète à chaque fois. Et donc il est habillé, vous voyez, il a voilà, son petit costume, son chapeau, sa cigarette. Il n'est pas particulièrement armé, on n'est pas encore dans un univers de la violence. Et c'est quelqu'un qui va s'intéresser à une violence qui est extrêmement diverse, mais qui est beaucoup encore à cette époque-là faite d'incivilité. C'est-à-dire, vous avez un épisode où c'est une grand-mère qui se fait renverser sur un passage piéton par un véhicule, et elle meurt. Et l'enquête va chercher à retrouver, à partir de la vision fugace d'un camion qui passe, qui a été le conducteur qui a renversé cette grand-mère. Et en fait, c'est une série intéressante parce qu'elle va participer à construire l'idée de ce que c'est que le droit et la délinquance autour de ces questions d'incivilité, beaucoup. Alors il y a quelques criminels, vous avez des voleurs, il y a un épisode autour d'un personnage de tueur en série qui est joué par Lee Marvin, c'est une de ses premières apparitions à l'écran,
Mais l'essentiel des crimes sont des petits crimes du quotidien. Et c'est vraiment une série qui va, on est après-guerre, une série qui va s'intéresser à l'idée de faire sentir que malgré le gigantisme de la ville américaine, qui après-guerre est devenue une espèce de ville modèle de la puissance américaine, malgré ce gigantisme, ça se passe à Los Angeles, eh bien, des petits fonctionnaires de l'ordre sont là pour s'assurer que l'ordre au quotidien est maintenu. Et deuxième élément qui est très important, je parlerai tout à l'heure un petit peu de l'esthétique, c'est cette espèce de phrase qui revient en permanence, « Just the facts, man », qui va ancrer l'idée que la série policière, c'est une série qui cherche à être au plus près de la réalité du crime. C'est factuel, c'est réaliste. Alors en même temps, c'est un réalisme qui est très organisé. Je vous ai dit des épisodes de 30 minutes qui ont toujours exactement la même façon de se dérouler, qui mènent toujours à une résolution, qui mènent toujours à une punition, où l'ordre est toujours rétabli. C'est une espèce de vision complètement idéalisée de l'ordre. Et puis c'est une vision aussi de l'ordre où on vous dit, parce que tous les épisodes commencent par vous montrer de la ville, et ça vous montre la ville comme une structure qui est gigantesque mais qui est organisée. On va vous montrer des hôpitaux, des écoles, des tribunaux, des rues commerçantes. Et on dit voilà, la ville elle est gigantesque, alors on vous donne des chiffres, il y a 2 millions de, je sais plus combien il y avait d'habitants à Los Angeles, 2 millions de personnes, 800 000 voitures, donc c'est très compliqué, mais c'est un monde qui est organisé et on va s'assurer du fait qu'il fonctionne, malgré l'impression de gigantisme. Donc voilà, donc Dragnet va mettre en place une formule qui fait mouche, qui marche extrêmement bien, alors qu'il a eu du mal au début à imposer son idée comme ça d'un héros un peu quotidien, un peu sans grande valeur héroïque. Mais voilà, il arrive à l'imposer et ça fait mouche, ça marche très bien à la télévision. Parce que ça rassure, en fait, si vous voulez, l'américain moyen. Hein. On est à l'époque où la télévision explose. La télévision, c'est un peu un objet qui symbolise une réussite sociale. Donc c'est vraiment le canal culturel des classes moyennes. Et cette vision d'un ordre qui est maintenu par des petits fonctionnaires comme ça, zélés, cartonne dans les années 50. Donc elle cartonne dans les années 50, on va en avoir d'autres exemples. Alors un peu plus tard, vous avez Les Incorruptibles, hein, qui devient, alors vous voyez, j'ai mis une photo avec Elliot Ness et c'est Robert Stark, hein, je confonds le personnage et l'acteur. C'est une série qui, elle, va pousser un petit peu la série policière dans la direction de la violence, qui au début n'est pas franchement la sienne, hein, mais pour raconter ces grandes heures de toute la période de la prohibition aux États-Unis. Mais vous avez un autre type de série qui est ici, elle s'intitulait tout bêtement The FBI, hein, c'était assez clair. C'était une série qui était écrite en lien avec des personnels de liaison du FBI. Donc la série naît comme ça dans une formule où ce qu'on met en avant, c'est l'institution, ses représentants, qui sont forcément exemplaires, ils sont incorruptibles, ils sont membres du bureau naissant du FBI dont on va commencer à construire la légende. Ce sont des petits fonctionnaires de l'ordre qui correspondent tout à fait à un imaginaire des années 60 où l'Amérique est en train de devenir modèle du monde et où on rentre aussi dans une période de guerre froide où on va faire la démonstration de l'efficacité américaine et de ce modèle américain de maintien de l'ordre malgré l'extrême liberté laissée aux citoyens, la vision de la ville. Ce modèle aussi qui dit très fermement que le désordre ne sera pas toléré, mais dans un pays libéral. Donc, il impose un certain nombre d'images qu'on va retrouver ensuite fréquemment dans les séries policières,
Par exemple, vous voyez là la photo qui reprend un des épisodes du FBI, le tableau comme ça des fugitifs les plus recherchés. Si vous connaissez Criminal Minds, Esprit criminel, c'est le tableau qu'on a au générique de la série. Et c'est une espèce de scène comme ça qui s'est imprimée dans nos imaginaires. Donc ça, c'est les années 50-60, une police exemplaire, c'est ce que j'appelais la police de papa, alors représentée par des hommes, évidemment, et des hommes qui sont incorruptibles et qui sont de bons fonctionnaires de l'ordre. Alors dans les années 60, c'est une image qui va s'écorner un petit peu parce qu'on n'est pas exactement dans le même monde, dans les années 60-70. La décade 60 est une période compliquée aux États-Unis, c'est une période de grands remous sociaux, de grandes revendications aussi. Donc l'image d'une police comme ça, masculine, blanche, commence à prendre un petit peu du plomb dans l'aile. Et puis il y a de nouvelles générations qui arrivent, on est dans la période de la contre-culture. Donc cette image des flics en costard et un petit peu pincés comme ça se défait. Et on va, en plus, il y a toute la période d'abord de la violence politique, des assassinats de présidents, de représentants des droits civiques, etc. Donc la confiance dans l'institution, la confiance dans les forces gouvernementales s'écorde un petit peu. Et petit à petit, ces séries qui mettent en avant des institutions vont être remplacées par des séries qui vont mettre en avant plutôt des personnages. Et vous le voyez ici, donc Starsky et Hutch, Kojak, qui sont des flics, mais des flics soit un peu plus cool et plus jeunes, soit beaucoup plus dandy. Hein, donc qui deviennent des espèces de personnages très singularisés et quelquefois détachés de l'institution. C'est une époque où on va avoir cette image de, par exemple, Starsky et Hutch, vous avez sans doute vu ces épisodes, Starsky et Hutch, c'est un peu des cow-boys. C'est-à-dire qu'ils travaillent quand même en grande liberté par rapport à l'autorité représentée par le lieutenant Dobby, auquel ils n'obéissent quasiment jamais. Donc l'institution, elle est là, elle est rendue sympathique par le fait qu'elle est représentée par exemple avec le lieutenant Dobby par un personnage qui est noir, mais elle prend un peu du retrait par rapport à la série. Dans Kojak, le premier épisode de Kojak, c'est un épisode où en fait Kojak va reprendre une affaire, et ça c'est inspiré d'une histoire d'affaires divers réels, qui avait fait pas mal de bruit, une affaire d'un jeune noir qui est accusé du meurtre de 2 jeunes femmes blanches. Et en fait, eh bien, en reprenant l'affaire, il se rend compte que cette accusation est complètement farfelue. Elle a été soutirée sous la violence, enfin sous les coups. Le type n'a rien à voir avec cette affaire et il va exposer le racisme d'un certain nombre de membres de l'institution policière. Ce qui dit un petit peu cette image d'une police qui est écornée, mais qui va revenir héroïsée par le biais de figures singulières. Donc Starsky et Hutch, Kojak. On va aussi féminiser les forces de police dans, par exemple, une série qui s'appelle La Belle Équipe de Mod Squad. Ou alors on va la prolétariser avec Colombo. Colombo, c'est un flic auquel dont on peut se sentir proche parce que il est représentant, enfin, il est comme vous et moi. C'est pas ce petit fonctionnaire zélé en costume, c'est le type avec son imperméable tout fripé, sa voiture qui démarre à peine, et puis son chien et sa femme qui lui fait des petits plats le soir. Alors donc, c'est vous dire aussi quand même que le glissement vers un petit peu plus de représentation féminine est à prendre avec des pincettes à l'époque. Donc ça, c'est les années 70-80, où on va être plutôt vers des figures singulières, un peu cow-boy. Voilà. Alors dans les années 80-2000, alors tout ceci n'étant pas des frontières étanches, dans les années 80-2000, on va passer des héros singuliers plutôt à l'équipe. C'est la grande période de ces séries autour d'un commissariat, autour d'un certain nombre comme ça d'équipes. Alors à New York dans NYPD Blue, à Baltimore dans Homicide, à Hill Street Blues, c'était à New York aussi. Donc on est sur
des séries qui vont mettre en scène l'équipe. Alors pourquoi est-ce qu'on met en scène l'équipe? Parce que là on est dans une Amérique qui est en train de connaître de plein fouet la vague du libéralisme, une Amérique où en fait beaucoup des institutions se défont, hein, on est dans une singularisation du monde économique, et du coup, comme une espèce de résistance, la figure de l'équipe, comme un lieu de solidarité sociale qui cherche à se maintenir dans une société dont les séries vont montrer qu'elle prend de plein fouet quand même ce choc de l'écartèlement dans la distribution des richesses, l'émergence d'une nouvelle pauvreté. Donc, c'est des séries de la crise où soudain on va se rassurer dans la fréquentation d'une équipe qui est soudée, qui est diverse, où toutes les questions de race et de genre semblent réglées. Et alors s'impose petit à petit, par exemple, la figure de l'autorité représentée par un personnage noir, comme pour dire que, voyez, l'Amérique, en fait, ça fonctionne bien, puisque les Noirs, finalement, accèdent aux positions d'autorité, les femmes deviennent détectives et ne sont jamais contestées dans leur professionnalisme, dans des équipes qui sont féminisées. Et puis, quand vous avez des personnages racistes et sexistes, eh ben, on va les cibler et ils vont connaître une rédemption progressive, ce qui est l'histoire de Andy Sepowitz dans NYPD. Donc voilà, une vision un peu idéalisée d'une police qui résiste à la crise. Mais en général, ce sont des... Je ne sais pas si vous aviez vu Capitaine Furio, Hills Blues. La première, alors ces séries, parce que quelquefois elles sont vieilles, elles n'ont pas toujours très bien résisté au temps, c'est plus la même rythmique que les séries contemporaines, mais elles méritent quand même vraiment d'être revues. Et en particulier le premier épisode de Capitaine Furio, on sent la crise, vous entrez dans le commissariat, c'est une scène un peu comme ça, vous avez le capitaine qui fait son briefing du matin, et en fait vous avez l'impression de rentrer dans un espèce de cirque pas possible, personne n'écoute personne, les gens mangent, ils sont crevés, les flics, on commence à parler de la difficulté du métier aussi, ils sont crevés, ils ont toute la misère sociale à l'extérieur qui leur tombe dessus, et là-dedans, on n'est plus du tout comme dans les séries des années 50, on se dit que si l'ordre est maintenu, c'est un miracle. Mais c'est aussi vraiment une représentation des difficultés sociales du moment. Et c'est vraiment attrapé par une caméra qui va chercher, par exemple, à dire toujours, mais voyez, c'est ça la réalité de la police aujourd'hui. Et elle le fait, par exemple, en commençant à travailler un style de caméra qui se rapproche du documentaire. C'est le moment où on va voir arriver les bougies de caméra, par exemple, avec l'impression que finalement le caméraman dans la série, c'est un reporter qui est presque reporter de guerre et qui est là en train d'attraper une espèce de situation complètement folle. Donc ça, c'est les années 80-2000. Alors, oups, j'ai fait une bêtise. Dans les années 2000, à partir de 2001, on va dire, on va se précipiter dans un autre monde, qui est encore, ceci dit, il y a des continuités, c'est encore un monde de l'équipe. Vous voyez, c'est encore un titre au pluriel, là, les experts. Mais c'est un monde où la question de l'expertise va devenir centrale. C'est-à-dire on passe de la police ordinaire à la police spécifique. La police scientifique, dans les experts, qui va cartonner, à tel point qu'il y a les experts, au début c'est Vegas, ensuite Miami, ensuite New York. La police des esprits, dans Criminal Minds, c'est une police, c'est une équipe qui réunit des gens dont les compétences spécifiques sont propres à décoder ce que dit le titre, l'esprit criminel. Donc vous avez je sais plus, il y a une espèce d'encyclopédie vivante. Il y a une informaticienne qui très rapidement peut vous sortir tous les documents sur quelqu'un. Il y a ce ne sont que des spécialistes et des gens bardés de diplômes universitaires. On va vous dire, voilà, ayez confiance. Alors pourquoi la fascination pour les experts? En 2000, on rentre dans un monde, alors il y avait le monde de la crise sociale, et là on rentre dans un monde qui est celui de la crise géopolitique,
de l'inquiétude d'une violence qui s'internationalise, et puis aussi c'est le monde du virtuel. Hein, c'est le moment où les ordinateurs et tout ce qui va avec commence à prendre énormément d'importance, et on a l'impression que nos existences se virtualisent. Et dans ce monde qui a l'air de perdre comme ça de sa substance, eh bien, les experts, ils sont là pour retrouver du corps. Et par exemple, je pense à... Dans CSI, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont un cadavre. Ils ont, dans cette espèce de grand corps malade de la société américaine, où ils vont se focaliser sur un cadavre. Et à partir d'un cadavre, qui quelquefois, c'est... Vous avez un bout de cadavre. Hein, à partir d'un doigt de pied, on va rétablir toute une histoire. Mais donc, de cette espèce de corps malade, on va ressortir une victime qui est identifiée, et on va retrouver du sens. Peut-être pas pour la société, mais au moins pour cette victime-là. Et c'est des épisodes qui deviennent très compliqués. C'est un moment où on commence à avoir 3-4 intrigues par épisode, comme pour dire cette espèce de folie du monde. Mais à chaque fois, malgré tout, eh bien, l'ordre est rétabli. On revient à enfin, c'est pas que l'ordre est établi, au moins le criminel est écarté. L'ordre n'est pas rétabli, le criminel est écarté. Parce que l'ordre, on a l'impression qu'il n'y en a plus. Et si vous regardez les génériques, par exemple, on a l'impression de cette espèce de monde qui fuit dans tous les sens. Là, c'est à la fois les faisceaux et c'est des génériques qui vont beaucoup s'attarder sur la question de la route, par exemple, pour dire que alors, on a l'impression que ce monde il se défait, mais dans cette folie-là, bah, au moins on peut retrouver cadavre après cadavre, des histoires singulières et redonner de la paix au corps martyrisé. Et puis petit à petit, alors cette espèce de règne de l'expertise va un tout petit peu se déliter. J'arrête de prendre la mauvaise sèche. Et on arrive plus récemment à des types de séries qui vont s'intéresser de plus en plus, non tant au crime, enfin, le crime reste central, mais à son écho, et à son écho intime, aux victimes, à la, comment dire, au ripple effect, à la résonance d'un crime à l'intérieur de la famille. Et au lieu d'avoir, on avait eu dans les experts par exemple cette espèce de folie de multiplication d'affaires par épisode, on va rentrer dans des séries beaucoup plus au long cours, où on prend une saison pour résoudre un crime, et où en prenant une saison pour résoudre un crime, eh bien on va regarder par exemple qu'est-ce que c'est que la douleur de la perte, qu'est-ce que c'est que les conséquences dans une communauté de l'émergence de la violence, du crime, de la perte d'un enfant, de la disparition d'une jeune femme, etc. Donc voilà, donc vous voyez, on a une espèce de parcours comme ça qui épouse les évolutions de la société et qui donne des colorations assez différentes à différentes époques. Alors ceci dit, c'est pas étanche non plus, c'est-à-dire que le modèle premier de la police de papa, c'est un modèle qu'on voit quand même demeurer un peu, cette idée de mise en avant de l'institution, la fois dans le professionnalisme en particulier des policiers individuels. On le retrouve, Criminal Minds, esprit criminel, ça fonctionne de façon assez proche de FBI plus haut. Des équivalents de Starsky et Hutch, on en retrouve encore aujourd'hui. Donc il y a des modèles qui perdurent, mais on voit quand même des cheminements se faire. Et là, je vais parler des séries américaines. Alors c'est un peu la même chose pour les séries anglaises, je ne vais pas refaire un petit peu le topo, mais on a un peu la même coloration qui se fait depuis une police très exemplaire. Alors ça, vous n'en aurez pas entendu parler, c'est Texan of Dog Green, qui était une série extrêmement populaire avec ce personnage du Bobby anglais. Ensuite, vous avez plutôt les cow-boys ou les inspecteurs un peu mousson-bougon individuels. Ça, c'est un inspecteur mort. Et The Sweeney qui était. The Sweeney. Ah, je me souviens plus, c'était le nom du personnage. C'est passé en France, mais ça n'a pas forcément eu énormément de retentissement. Ensuite, il y a eu la police d'équipe, comme ça, avec le Bill, qui est une série qui a eu énormément de succès, mais qui n'est pas venue chez nous parce que c'était vraiment sur la police très anglaise. C'était peut-être un peu trop anglais. Les séries anglaises ont moins cette espèce
de glamour qui rend les séries américaines internationales. On est beaucoup plus dans l'ordinaire, toujours chez les Anglais. Ensuite, des séries d'experts. Alors, Silent Witness, ça c'est une série qui a eu un très long cours avec le personnage qui a changé, mais voilà, qui ramenait une dimension un tout petit peu plus singulière, cet esprit d'expertise. Donc, c'était autour d'un personnage qui pratique des autopsies, donc médecin légiste. Et puis ensuite, voilà, ces séries plus intéressées à l'éco-social et à l'éco-intime et à l'éco, psychologique de l'émergence du crime. J'ai mis Broadchurch. Une des spécificités aussi de ces dernières séries plus contemporaines, c'est qu'on sort un peu des grandes villes et c'est des séries qui se provincialisent, oui, ça existe comme terme, un petit peu. Mais c'est-à-dire, voilà, on essaie de revenir vers des mondes qui peuvent être un petit peu plus à dimension humaine, le retour de la dimension humaine. Voilà. Donc ça, c'est une première grande question que je me suis posée. Voilà, comment est-ce que ce genre émerge et comment est-ce qu'il évolue. Et ensuite, deuxième chose qui m'a intéressée, et qui est un autre grand axe dans mon travail, c'est la question, je vous disais tout à l'heure, du rapport à l'ordre. Donc c'est la question de l'idéologie et des liens entre formes idéologiques que charrient ces séries. Alors, je me suis posé plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que la série policière, c'est un genre conservateur? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser si on compare, par exemple, les séries policières et les films policiers, et le cinéma policier. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont fait ça et qui ont regardé. Et voilà, le cinéma policier, si vous pensez au film de Lumet, par exemple, dans les années 70, c'est un cinéma qui est en général beaucoup plus inquiet. C'est un cinéma où on va beaucoup parler de questions d'erreurs judiciaires, par exemple. Je pense même au film d'un réalisateur assez conservateur qui est Clint Eastwood. Et voilà, la question de l'erreur judiciaire va être mise en avant. La question de la possibilité d'une police pas exemplaire est mise en avant. Sur le petit écran, c'est beaucoup moins présent. Sur le petit écran, il y a une espèce de mise en avant quand même d'une forme d'héroïsation policière depuis Dragnet, même si c'est de façon un tout petit peu plus ordinaire dans Dragnet, mais ce sont quand même des héros du quotidien. Et la police, en général, est exemplaire. Même quand l'institution ne l'est plus, Starsky et Hutch, ils sont exemplaires. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils ont raison. Dans Law and Order, quand quelqu'un est arrêté, il n'y a pas d'inquiétude sur la justesse de cette arrestation. Le récit est construit de façon à ce qu'on fasse entièrement confiance au personnel policier dans ces séries. Et si jamais il apparaît dans un épisode, c'est le cas par exemple une ou deux fois dans Law and Order, dans New York, Unité Spéciale, qui a eu une erreur, qu'on se rend compte des années après que quelqu'un a été arrêté et a été condamné, mais que cette personne était innocente, ça devient la tragédie de l'inspectrice, qui va tout faire pour blanchir ce condamné, et puis pour blanchir sa propre âme, en un sens. Donc, c'est un genre qui a quand même des racines conservatrices qui sont assez profondes, qui naissent aussi du support. Je vous disais tout à l'heure, c'est un genre qui passe à la télévision, et la télévision, ça va vraiment être, quand elle apparaît, le médium culturel privilégié des classes moyennes. Donc évidemment, ça va articuler comme ça une envie d'ordre. Les classes moyennes, elles vivent dans les banlieues en général, elles vivent un peu éloignées des centres, elles ont envie d'ordre, et donc on leur sert un discours de l'ordre. Et ça, c'est vrai dans les années 50, mais c'est encore vrai dans les années 60, même si l'ordre n'est pas forcément prodigué de la même façon quand c'est Starsky et Hutch. C'est vrai même dans NYPD Blue, c'est-à-dire on va dramatiser le fait qu'il devient de plus en plus difficile de maintenir l'ordre, mais l'idée est toujours de le maintenir. Et le discours sur l'ordre, il va changer un petit peu, c'est-à-dire on va dire c'est la tragédie aujourd'hui, dans les années 80-90, des commissariats, de ne pas réussir
à endiguer ce désordre social. Mais la police reste quand même un lieu où on va chercher à écoper à la petite cuillère les difficultés sociales d'un monde américain gagné par le néolibéralisme. Et j'en veux pour preuve qu'une des grandes séries à longévité extrême du paysage médiatique américain, c'est Law and Order, donc New York, police judiciaire, unité spéciale, etc., etc., qui est une série qui naît dans les années 90, qui a entre-temps fait énormément de bébés. Donc il y a eu énormément, elle est sur les écrans en continu de différentes façons depuis les années 90, et c'est une série dont le titre anglais est très clair, c'est la loi et l'ordre, le lien entre la police et la justice. Et quand on regarde, alors c'est martelé, ça n'a quasiment pas changé, hein, c'est visuel, il varie un tout petit peu, mais vous remarquerez le côté très martial presque de la simplicité de la police, le bleu et rouge, qui sont les couleurs du drapeau, qui sont les couleurs des grands partis. C'est cette idée d'un binarisme qui est mis en avant comme ça pour servir régulièrement le discours d'un retour à l'ordre. Donc c'est vraiment une série ici qui est au service de l'ordre établi, qui met en place un régime démonstratif extrêmement puissant où on vous dit, mais c'est un régime qui existe depuis longtemps, mais où on vous dit, voilà, la police rétablit, enfin, en tous les cas, trouve les coupables, elle ne rétablit pas forcément l'ordre, mais elle trouve les coupables, et régulièrement, voilà, elle fait ce travail comme ça de nettoyer la société de ces éléments coupables. Elle ne se trompe jamais. Quand elle se trompe, c'est une catastrophe. Elle n'a quasiment pas d'éléments sombres. Quand ils existent, c'est-à-dire des flics racistes, des flics sexistes, des flics pourris, ils vont faire l'objet d'une enquête et ils sont évacués, même si ce sont des gens très élevés dans la hiérarchie sociale. Et puis, c'est une série aussi où on va mettre en scène l'idéal d'une société qui est post-raciale, qui est post-féministe, c'est-à-dire où il n'y a plus de problème avec les questions de race et les questions de sexisme et de genre, parce que les équipes sont diversifiées. Donc éventuellement, il y a un peu ces problèmes dans la société, mais vous voyez, les univers professionnels, ils sont... Donc, c'est un genre qui a des racines conservatrices, c'est assez évident. Alors, ces racines conservatrices, elles se voient aussi dans les imaginaires de l'ordre, de la justice et du crime. C'est-à-dire que, on peut se poser la question, par exemple, qui sont les victimes dans les séries policières? Elles ont quelles caractéristiques? Quand on regarde, en général, dans les séries américaines, les victimes, elles sont blanches. Elles sont blanches. Ce sont beaucoup des femmes, essentiellement des femmes. Les crimes dont il est question, ce sont essentiellement des crimes de sang ou des crimes sexuels. Donc c'est vraiment comme ça un faisceau, une représentation du crime qui est quand même très structuré autour d'éléments comme ça qui construisent l'idée que le crime, eh bien, c'est d'abord des histoires effectivement de violence et de mort. Donc on écarte tout ce qui est crime en col blanc, par exemple. Ça touche essentiellement des populations souvent de classe moyenne, blanches. Et puis, ça touche essentiellement des femmes. Alors je parlais tout à l'heure d'un univers réaliste. Quand vous regardez les statistiques du crime aux États-Unis, des morts violentes aux États-Unis, on n'est pas du tout dans ce tableau-là. On est plutôt, l'essentiel des morts aux États-Unis et des victimes de violences, ce sont des gens qui appartiennent aux communautés qui sont plus défavorisées, donc énormément de noirs. Et puis, la criminalité, par exemple, les statistiques de morts sont beaucoup moins élevées que ce qu'on voit si vous regardez les séries américaines, vous avez l'impression que les statistiques du crime, c'est énorme. Je vous disais, dans les experts, vous avez 4-5 affaires par série. Donc on a l'impression d'un monde ultra violent, mais qui se focalise sur le fait de crimes de sang
en particulier touchant des victimes féminines. Donc l'essentiel du crime, alors ça touche des victimes féminines qui sont en général représentées dans des positions comme ça, qu'on peut interroger, on va dire, où il y a une forme quand même de glamorisation du cadavre féminin. Donc on construit un imaginaire du crime qui est essentiellement un crime sexuel, ou à motivation sexuelle, et qui touche essentiellement des populations blanches. Si on regarde aussi les types de criminels que décrivent ces séries, ben on retrouve un peu les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire l'essentiel des criminels dans les séries sont blancs. L'essentiel des gens que vous voyez arrêtés dans les séries sont des blancs. Souvent d'ailleurs classe moyenne. Donc il y a un imaginaire du crime qui est complètement désocialisé, qui est complètement déracialisé, qui, chez les victimes, va mettre en place comme ça un imaginaire du crime lié aux violences sexuelles. Donc c'est une vision du crime qui en fait ne prend pas du tout en compte les composantes sociales de la criminalité. Et puis c'est aussi, et ça c'est vrai, alors c'est vrai de Law and Order, c'est vrai de Criminal Minds, c'est presque caricatural, mais c'est vrai aussi, c'est pour ça que j'ai mis ces exemples-là, de séries qui sont des séries un peu plus on va dire, de niche, un peu plus exigeantes. Donc là, True Detective ou The Fall. Donc une des figures, par exemple, fétiche de la série policière, c'est le criminel en série. Et c'est le criminel en série, de préférence, de nature sexuelle. Donc The Fall, c'est exactement ça. C'est l'histoire de la traque d'un type qui cible des jeunes filles. Donc voilà, ça c'est les imaginaires de l'ordre, du crime. Les imaginaires de la justice, ils sont aussi à interroger quand vous regardez un petit peu la façon dont par exemple ces séries représentent des avocats. Vous remarquerez que l'avocat est rarement un personnage, en particulier l'avocat de la défense, est souvent un personnage qui est montré sous les jours les moins avantageux, voire qui est un criminel. Et vous avez un certain nombre de séries où l'avocat de la défense est un criminel en série. Parfaitement. Je parlais de genre conservateur, vous voyez un petit peu comment ça se décline aussi dans la façon dont on dessine ce qu'est le crime et ce qu'est l'ordre. Et puis, troisième question, comment est-ce qu'on représente les forces policières? Alors ça, j'en ai dit un petit mot, comme l'heure avance, je vais aller vite. Mais ce sont des forces policières qui sont idéalisées. Alors on part de, voilà, ces gens qui présentent extrêmement bien, ça c'est dans la saison 1 de... Pas la saison 1, mais c'est dans New York, unité spéciale, pas du tout unité spéciale, New York police judiciaire. Mais vous voyez des gens en costume qui présentent bien. Et puis petit à petit, ça va être on va accompagner un mouvement qui est un mouvement de militarisation des forces policières, c'est-à-dire de l'enquêteur qui enquête en costume. On passe de plus en plus maintenant à des enquêteurs qui sont, alors là c'est une série qui s'appelle SWAT, qui sont des corps extrêmement performants, que ce soit des corps masculins ou des corps féminins, des corps surpuissants, des corps surarmés, et s'impose de plus en plus l'image de forces de police qui sont là pour maintenir l'ordre par la force. Et c'est vrai de ces séries-là, c'est vrai de Bosch, alors là c'est autour d'un personnage singulier, mais ce sont des forces de police qui vont avoir recours très fréquemment à leurs armes dans des séries où c'est parfaitement normalisé. Et où en fait l'exercice d'une violence policière est normalisé, on va dire. C'est normal parce que vu, je vous ai montré un petit peu comment on représentait la violence, le crime, vu que le crime est l'affaire de gens pervers qui vont tuer des jeunes filles et qui font des dégâts absolument épouvantables et qui sont en général particulièrement violents, il est logique qu'on mette en place un arsenal policier qui va utiliser la violence pour mettre à l'écart ces personnages totalement déplaisants et extrêmement dangereux. Donc se dessine comme ça petit à petit un imaginaire de l'ordre qui est extrêmement conservateur et qui justifie finalement cette idée de nécessiter un recours un surarmement policier
Et alors j'en parle parce que c'est effectivement le chemin qu'a pris la police américaine, hein, d'un armement et d'une militarisation de plus en plus grande. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des séries qui sont exemptes d'inquiétude et de doute parfois sur leur propre modèle. Et en fait, on discute beaucoup des séries policières aux États-Unis parce que précisément, elles entrent dans un cadre qui est tellement conservateur que parfois il entre vraiment il y a un bisbis qui se crée entre ce qu'on voit à la télévision dans les séries policières et ce qu'on voit à la télévision dans les actualités. En particulier avec les affaires telles l'affaire de George Floyd, arrêté, enfin même pas arrêté, qui est mort au moment de son arrestation. Et donc en fait, il y a quand même une dissension qui se crée entre ce qu'on voit comme la représentation réaliste d'un modèle policier idéal et puis ce que l'actualité raconte de ce qui se passe dans les polices américaines. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les séries en fait vont être une chambre d'écho quand même de ces questions-là. C'est-à-dire qu'elles n'ignorent pas le problème. Et j'en veux pour preuve en particulier, une des séries les plus conservatrices, c'est Dick Wolf. Dick Wolf, il est vraiment extrêmement conservateur. Et il est aux manettes de Law and Order, donc New York, là c'est unité spéciale. Mais en même temps, c'est une série qui, parce qu'elle est extrêmement populaire, parce qu'elle est progressiste sur un certain nombre de sujets, je reviendrai en particulier la question des violences sexuelles, ne peut pas ignorer non plus un certain nombre de critiques qui sont faites aux méthodes policières contemporaines. Et il va y avoir un certain nombre d'épisodes, moi je regarde pas mal New York Unité Spéciale, il y a des épisodes où je me dis, wow, ils ont vu la lumière, et il y a des épisodes où on retombe dans les travers les plus réactionnaires dont la série est capable. Et c'est intéressant de voir comment en fait, c'est un espèce de... On a l'impression qu'elle est en dialogue avec elle-même, et qu'elle cherche, parce que c'est des séries qui sont très, très populaires, elle cherche à satisfaire à peu près tous les publics, donc elles vont se faire l'écho, en particulier des questions qui ont à voir avec les violences policières, le racisme dans la police. Un des épisodes, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire aux États-Unis, il y avait eu un jour à Central Park une femme qui promenait son chien et qui avait filmé un noir en disant qu'il l'avait agressée. C'était pas très clair son affaire, enfin bon, ça avait fait un buzz considérable parce que l'homme avait été arrêté, il faisait rien lui, il se promenait. Donc il avait été arrêté et il avait subi un certain nombre de traitements pas nécessairement très agréables. Et en fait, vous avez un épisode qui va reprendre exactement cette histoire-là pour réfléchir sur effectivement la question du racisme dans la police. Mais évidemment, à la fin de l'épisode, les policiers racistes sont écartés. Et c'est un épisode qui est utilisé pour dénoncer le racisme, pas tant dans la police que dans la société. Mais enfin, c'est intéressant quand même de voir que le dialogue, il est soutenu à l'intérieur de ces mêmes séries. Et c'est des séries aussi qui vont mettre en scène, je disais déjà un petit peu tout à l'heure, mais la possibilité d'une société inclusive. Elles le font dans leurs équipes. Alors là, c'est une série policière comique qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine, je ne sais pas si vous connaissez, qui est assez farfelue, qui est très marrante, qui est une série qui va mettre en scène véritablement, par exemple, des modes de masculinité très différents de celles que vous avez dans les séries classiques. Alors vous avez par exemple le chef de la police qui est joué par Andre Braugher, qui est homosexuel et noir, donc on va parler d'homosexualité. Vous avez un des détectives qui est simplement accoudé au bureau, qui est fanat de cuisine, qui parle de recettes en particulier. Vous avez un détective bodybuildé, mais dont l'essentiel des activités consiste à s'occuper de ses filles. Vous avez, voilà, et puis c'est pareil pour les personnages féminins, là je vous fais juste la description un petit peu des personnages masculins, mais c'est un peu pareil avec les personnages féminins. Donc on va montrer l'inclusivité dans les équipes
mais aussi dans un certain nombre d'affaires dont s'occupent les forces de police dans ces séries. C'est des séries où on va parler par exemple de la violence contre les homosexuels, on va parler de la violence contre les personnages transgenres, où on va parler des violences de genre de façon très régulière, pour utiliser quand même ces séries pour dénoncer un certain nombre de travers et de violences sociales. Donc ce sont des séries qui ont un fond très conservateur, mais qui participent quand même d'un dialogue avec la société et qui vont aller, pour certaines, jusqu'à faire de la série un véritable espace de contestation. Et c'est assez logique en fait, et ça marche pour tout un tas de fictions de genre comme ça. Plus un genre est conservateur, plus il peut s'ouvrir à la contestation. Le mélodrame, par exemple, ça peut être un grand genre de contestation politique avec Douglas Sirk au cinéma dans les années 60. Donc la série qui a un grand genre conservateur, qui est très codifié, la série policière, qui est très codifiée, et ben, peut être un lieu aussi où on va justement attaquer ces codes, attaquer les stéréotypes qui y sont attachés. Alors, je me suis intéressée à deux choses, je vais être obligée d'aller vite parce que je dépasse. Ça va être, parce que la série a un espace très codifié, au départ très masculin, bah c'est dans les séries policières que des revendications féministes vont se manifester très tôt. Alors, je vais prendre deux exemples, je ne sais pas si vous connaissez cette série. Oui, Cagney and Lacey, qui est une série géniale des années 80, qui a été le pendant féminin de Starsky et Hutch. Et qui est une série qui avait un agenda féministe clair. C'est-à-dire que les deux, c'est pas les réalisatrices, mais c'est les deux créatrices de la série, se sont dit, parce qu'à l'époque il y a Starsky et Hutch, et puis il y a tous les duos Paul Newman et Robert Redford, donc c'est la grande période des duos masculins à l'écran. Elles se disent, c'est pas possible, il n'y a que des duos masculins, on va faire une série autour de duos féminins. Et donc elles imaginent ces personnages de Cagney and Lacey qui sont deux inspectrices de la police de New York. C'est pareil, il faut voir les premiers épisodes, parce qu'au début elles ne sont pas inspectrices. Le premier épisode, c'est elles en ont ras-le-bol d'être utilisées pour jouer les prostituées infiltrées et d'être utilisées selon des stéréotypes de genre qu'elles trouvent absolument détestables, en même temps que ça leur permet de connaître tout un tas de prostituées qui ont des problèmes, qui sont des problèmes de garde d'enfants, qui sont des problèmes de conserver leur appartement, qu'elles vont pousser à se syndiquer, tout en essayant, elles, de leur côté, de réussir à aller au-delà des préventions machistes de leurs supérieurs. Donc c'est une série qui va vraiment développer un agenda féministe revendiqué, où on va parler de tout un tas de sujets dont on ne parle pas à l'époque, et en particulier le sujet de violence de genre. Avant Cagney and Lacey, par exemple, le viol n'est pas un crime. Ça n'existe pas, on n'en parle pas, dans Starsky et Hutch, on ne poursuit pas de violeurs, ça n'existe pas. C'est tout un tas, alors c'est du trafic de drogue, c'est des crimes, c'est du vol, mais les violences de genre, ça n'existe pas. Cagney and Lacey vont mettre à l'écran les violences de genre. Elles vont parler des violences aussi contre les enfants. Elles vont parler des violences domestiques, et en particulier des violences domestiques dans la police. Il y a un épisode qui tourne autour comme ça de comment ça se passe quand une femme victime est mariée à un policier. Et c'est une série qui va faire l'essentiel de sa promotion dans un grand magazine féministe américain qui s'appelle Ms, qui va être utilisé pour obliger CBS en fait à conserver la série à l'écran. C'est-à-dire chaque fois que CBS se dit, oh là là, mais quand même, avec leurs histoires d'avortement, on parle d'avortement, avec leurs histoires de grossesse, on parle de grossesse, quand même elles vont un peu loin, et alors à chaque fois elles mettaient des petites annonces dans Ms, et puis elles faisaient un courrier des lectrices qui bombardait les responsables de CBS, et la série était renouvelée pour une saison comme ça. Donc c'est vraiment une série qui va mettre les questions de qu'est-ce que sont les violences faites aux femmes, et qu'est-ce que c'est que professionnellement être une femme dans un univers masculin. Toutes ces questions-là vont être mises en avant. Alors pas sur tous les épisodes, pareil, elles font un petit peu
une harmonie, enfin pas une harmonisation, mais plutôt un équilibre, de façon à essayer de plaire au plus large public possible. Donc vous avez Cagney and Lacey, vous avez plus tard en Angleterre une magnifique série qui s'appelle Prime Suspect, et en français c'est Suspect numéro 1, tout bêtement, avec Hélène Mirren, magnifique, et qui, pareil, va parler des violences de genre, va parler de ce que c'est qu'être une femme dans la police, et qui, au contraire des séries qui montrent en général des femmes très bien intégrées dans l'univers policier, montre le machisme des univers professionnels. Dans la première saison, c'est des très courtes saisons, ce sont des mini-séries, donc c'est 2 épisodes, et dans la première saison, c'est vraiment ça démonte le mécanisme du machisme à l'intérieur d'un univers, d'un commissariat policier, et combien en fait c'est une mécanique qui est délétère, qui conduit à la mauvaise identification d'une victime, qui conduit à l'incapacité, qui conduit aussi à des affaires qui sont complètement bâclées, ce qui fait que le bon suspect est identifié, mais tellement mal qu'ils sont obligés de relâcher. C'est elle qui alors, a beaucoup de mal à s'imposer, vous imaginez, elle arrive et elle dit non, mais votre suspect, là, vous le relâchez, parce que ça ne va jamais tenir devant les tribunaux, donc elle se fait haïr de tout le commissariat, et elle va devoir imposer son autorité, ce qui n'est pas simple, pour arrêter un type qui est par ailleurs, là où on reste conservateur, un tueur de femmes, extrêmement violent et criminel en série. Donc il y a toujours un peu cette négociation. Donc Hélène Mirren dans Prime Suspect, et puis voilà, plus récemment Mare of Easttown, Kate Winslet, qui va démonter également ce qu'est la violence de genre au niveau en fait d'une communauté. Donc vraiment des séries qui vont à la fois travailler la question des violences de genre et la question de la place de femmes dans les institutions policières. Et puis l'autre grand sujet, je vais un peu vite, mais l'autre grand espace de contestation, c'est la question du racisme. C'est la question du racisme et de cette image idéalisée de la police. Donc, vous allez avoir un certain nombre de séries, plus récemment, qui vont travailler à démonter plus précisément le fonctionnement du racisme dans l'institution policière, en partant encore une fois, toujours cette idée de série réaliste, de faits divers. Donc When They See Us, qui s'intitule en français Dans leur regard, qui est une série Netflix absolument extraordinaire réalisée par une réalisatrice africaine-américaine qui s'appelle Ava DuVernay, reprend l'histoire de 5 adolescents qui, dans les années 90, sont arrêtés à Central Park après le viol particulièrement brutal d'une jeune joggeuse. Et c'est une affaire qui avait fait énormément de bruit et qui a été énormément commentée parce qu'elle articulait la grande peur de l'imaginaire du crime sexuel américain, qui est la victime blanche et le violeur noir. Et c'est un moment où, en fait, vous avez une procureure, c'est une femme qui est procureure générale, qui est procureure à New York, qui va s'occuper de cette affaire, et qui va cibler cette affaire comme devant être exemplaire et mener à une arrestation très rapide. Et du coup, on va arrêter 5 gamins qui faisaient les cons à Central Park. Mais on va bâcler l'affaire, et en fait, la série va démontrer comment est-ce que ça fonctionne, le racisme institutionnel à l'intérieur de la police. Ça fonctionne en particulier par l'ignorance des droits des prévenus, qu'on va faire avouer, en pratiquant des interrogatoires qui ne sont pas violents dans le sens classique du terme, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas taper dessus, les gamins. Et la violence, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, donc ça va démonter la dynamique de violence. Mais vous isolez 5, ils ont 15, 16, 17 ans, donc 5 gamins comme ça, qui tout d'un coup se trouvent avec des adultes dans un lieu où ils n'ont aucun moyen de savoir exactement ce qui leur arrive. Ils sont interrogés en pleine nuit,
ils sont interrogés avec, parfois ils ne sont pas nourris, puis tout d'un coup on leur donne à manger. Donc c'est des systèmes comme ça de coercition qui sont extrêmement pervers et qui vont mener à des confessions, mais qui mettront beaucoup de temps à être démontées. Et donc la série va véritablement suivre cette affaire et montrer les effets extrêmement délétères de ce système. Un autre exemple, c'est une autre très belle série Netflix qui s'appelle 7 Seconds. Alors elle qui parle c'est un récit fictif, mais qui pareil, véritablement montre le fonctionnement d'une police qui en fait travaille sur des stéréotypes. Ça part d'un incident de 7 secondes, il y a un jeune homme en voiture dans la neige comme ça qui renverse un gamin. On comprend que le jeune homme il est flic, le gamin est noir. Le chef d'unité va lui dire de ne pas ruiner sa carrière pour une histoire comme ça, donc il laisse le gamin qui va se vider de son sang sur le bord de la route et ils vont faire passer cette aventure, enfin cette affaire, pour un règlement de compte entre gangs. C'est-à-dire qu'on prend un gamin parce que c'est un jeune noir en vélo, il correspond à un stéréotype et du coup on va construire un stéréotype et ça va démontrer et démonter le fonctionnement de ces stéréotypes. Voilà. Et très rapidement, voilà, c'est un espace de contestation, c'est aussi un espace de pédagogie. Alors il y a plusieurs... les séries, elles ont eu beaucoup d'influence sur un certain nombre de questions. Alors d'abord sur la question des violences sexuelles. Quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne, des séries... Alors par contre, c'est pour ça que moi j'aime bien ces séries, parce qu'elles sont très conservatrices, mais elles sont très utiles aussi pour certaines pratiques, sur certains sujets. New York, Unité Spéciale, c'est une série qui a été révolutionnaire en fait dans son travail extrêmement insistant de pédagogie sur ce que sont les violences sexuelles. C'est-à-dire que vous interrogez, et des sociologues l'ont fait, vous interrogez des étudiants qui ont regardé ces séries-là, puis des étudiants qui ne regardent pas ces séries, et la question du consentement est beaucoup moins claire pour des étudiants qui n'ont pas suivi ces séries que pour des étudiants qui ont été familiarisés avec des histoires où on voit comment un viol, par exemple, c'est pas forcément une jeune femme qui se débat et qui dit non, comment il y a des rapports de domination qui entrent en compte, qui font que parfois des jeunes femmes ne disent pas non, et c'est pas parce qu'elles consentent, c'est parce qu'elles sont dans une situation où elles ne se sentent pas en mesure de dire non, pour différentes raisons. Et donc, c'est vraiment une série qui, là-dessus, a été extrêmement utile et a fait que, par exemple, quand éclate le mouvement MeToo, on comprend mieux quand une jeune femme vous parle de questions de non-consentement qu'on le faisait dans les années 90. Parce que dans les années 90, l'imaginaire du viol, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui vous attaquait sur un chemin noir le soir, et puis et vous vous débattiez. Et dans les autres cas, c'était pas des viols. Donc la question par exemple du viol domestique, la question, enfin, tout un tas de questions comme ça, et la question de comment une victime réagit. Est-ce qu'il y a une seule façon de réagir à un viol? Est-ce qu'on peut... Alors maintenant, c'est des sujets qui nous paraissent évidents, mais avant ces séries-là, c'était beaucoup moins clair. Est-ce qu'il est possible qu'une femme se dise est-ce qu'il est possible que des attitudes signalent que finalement, aux yeux d'une jeune femme qui n'en avait pas forcément conscience, elle a été victime de violence, elle vit une situation de traumatisme. Et vous avez des épisodes comme ça où l'inspectrice va faire comprendre à une jeune femme, ou à une moins jeune femme, que ce qu'elle a vécu était un traumatisme. Et donc, il y a effectivement un coupable. Et puis, c'est aussi une série qui montre que les violences sexuelles ne sont pas des violences qui touchent exclusivement une communauté jeune, défavorisée, noire, et que ce n'est pas non plus simplement un phénomène récent. Donc, les violences sexuelles, alors je vais assez vite parce que j'ai pas trop de temps. C'est aussi des séries qui vont s'intéresser à, et je les trouve intéressantes là-dessus, elles vont s'intéresser au passé. C'est-à-dire c'est des séries qui vont revoir l'histoire.
Et là-dessus, la série Cold Case, elle est assez exemplaire, parce que c'est une série qui, au prétexte de résoudre des histoires anciennes, va revoir l'histoire selon un prisme qui est beaucoup plus éclairé qu'un certain nombre de productions que vous aviez à l'époque. Par exemple, c'est une série qui va revenir sur des histoires de conflits syndicaux, le meurtre d'un syndicaliste, qui rappelle justement les histoires de violences syndicales, les histoires de violences contre les homosexuels, les histoires de violences contre les personnes transgenres, comment étaient traitées les jeunes femmes mères célibataires dans les années 50. Donc au lieu d'un espèce de récit idéal d'une Amérique qui est parfaite sur tous les sujets, Cold Case, c'est une série qui remue la boue du racisme, du sexisme, des violences de classe, de genre, de race en particulier aux États-Unis. Alors après, tout ça étant emballé dans le récit idéal de la résolution de cette affaire. Aujourd'hui, les questions sont réglées. Aujourd'hui, il n'y a plus de violence de genre, il n'y a plus de violence raciste, etc. Et puis, une autre des séries qui fait aussi ça de façon très bien, et je l'aime bien parce qu'elle le fait pour un public plus jeune, public adolescent, c'est une série qui s'appelle Sleepy Hollow, qui est une série un peu fantastico-policière, avec un personnage d'une policière noire et d'un personnage improbable de jeune anglais révolutionnaire qui réémerge de la période de la révolution américaine et qui découvre une Amérique où les Noirs sont maintenant inspectrices. Et en même temps, c'est une série très marrante parce qu'elle permet de revoir toute l'histoire de la révolution américaine en la nettoyant de son côté un peu mythifié et mythologisé, en particulier sur la question de la place des Noirs, sur la question de la place des femmes. Par exemple, c'est une série qui parle de l'esclavage dans le Nord, puisqu'on est en... Je ne sais plus exactement où on est, je ne sais pas si on est dans le New Jersey, enfin on est dans le nord des États-Unis, et c'était une époque où, oui, effectivement, à l'époque de la Révolution, vous avez des esclaves noirs dans ces coins des États-Unis. C'est pas un phénomène strictement du Sud. Donc c'est une série qui, par le fantastique, va revoir comme ça le passé et le nettoyer de son espèce de côté un peu chromo, et surtout va aussi faire émerger que le passé américain, c'est un passé de variété, c'est un passé de diversité. C'est pas le récit national que vous trouvez dans les livres d'histoire américaine, beaucoup des pères fondateurs, et ce récit qui ne met en avant qu'une seule forme finalement, qu'une seule partie du personnel qui a fait l'histoire américaine. Et je vais m'arrêter là, parce que, alors ça c'est une série, malheureusement j'ai pas pu mettre dans le bouquin parce qu'elle n'est pas sortie quand j'ai terminé le bouquin, c'était Deadlock, qui est une série australienne, qui est absolument géniale, très drôle, qui est, je crois, sur Amazon, mais je m'en souviens plus, et qui rentre vraiment dans ce dialogue-là, parce qu'elle prend tout ça à contre-pied. Par exemple, vous n'allez pas avoir de cadavres de femmes, là ce sont des cadavres d'hommes, mais qui sont traités comme des cadavres de femmes, ce qui est très marrant, parce que tout d'un coup vous vous dites « Ah mais oui, mais c'est bizarre, d'habitude, c'est pas une image dont j'ai l'habitude. » Et tous les personnages principaux sont des femmes. Donc on retrouve un duo féminin, mais avec des modalités de représentation des féminités alternatives qui sont absolument géniales. Et alors après, ça c'est juste un petit truc, mais moi ça c'est une des choses que j'adore dans cette série. Donc vous avez le personnage, l'inspectrice bourrue, bougonne, qui jure comme un charretier, qui est absolument délicieuse. Et derrière passe simplement une jeune femme avec un panneau, c'est dans un magasin de bricolage. Et cette phrase là, Now is the winter of a discount hand, ça fait vraiment de l'humour d'angliciste, mais ça cite et ça détourne le début de Henri III. Now is the winter of our discontent, c'est l'hiver de notre mécontentement qui devient ici l'hiver de nos tentes en solde. Et ça me fait hurler de rire. Et ça, j'ai dû revoir le passage 5-6 fois avant de pouvoir écouter ce que disait l'inspectrice, parce que ça me faisait tellement rire que voilà, je ne m'en remettais pas. Voilà. Alors si vous avez des questions, j'ai été très long. Super. Merci.